Mon intervention aujourd'hui se nomme « Contrôle de l'espace urbain pendant la peste et tactique quotidienne des habitants » et je vais revenir un peu en deux parties sur ces questions-là. Donc la dernière grande peste qui atteint Marseille en 1720 cause la perte à peu près de la moitié des habitants de la ville et elle correspond à un accroissement des techniques de contrôle des populations avec l'arrivée d'un commandant militaire à la tête de la municipalité suite à la première vague épidémique, au pendant, et la mise en place d'une police d'exception pour gérer la maladie. Les deux principales justifications qu'utilisent les textes municipaux concernant ces mesures sont la volonté de limiter la propagation de la peste d'une part et la nécessité de ramener l'ordre dans la ville après la première phase de désorganisation d'autre part. Donc, si vous voulez, moi, j'ai travaillé surtout en prenant comme source principale les ordonnances de police qui sont véhiculées pendant la période, donc à peu près 1720-1724. Et en les étudiant, il est possible de reconstituer la façon dont la ville fut modelée pendant ces années épidémiques et ainsi le cadre des conduites qui est instauré par le pouvoir urbain. Donc de nouvelles limites, tant matérielles qu'humaines, aussi bien spatiales que sociales, redéfinissent la façon dont les populations peuvent se mouvoir ou non dans la cité pestiférée. Mais l'épidémie qui comprend une première phase, on va dire à peu près de 6 mois, qui est peu à peu maîtrisée entre juillet 1720 et janvier 1721, si on prend un peu les derniers cas, et une rechute en mai 1722, s'étend en fait sur près de 4 ans et nécessite donc, selon le taux de mortalité qui varie, des ajustements afin que les habitants continuent de vivre malgré le risque de contagion. Du coup, comment l'espace urbain et ses alentours furent-ils pensés, aménagés et réorganisés par les autorités pendant la peste de 1720-1722 et comment les Marseillais et les Marseillaises s'accommodèrent à cet état d'exception épidémique au quotidien et firent avec ces mesures sanitaires. Donc, dans un premier temps, je vais me focaliser sur l'isolement, le découpage policier, la surveillance de la ville, puisque l'enfermement de Marseille et de son territoire intervient tôt dans la chronologie de l'épidémie. Donc, dès le 31 juillet 1720, le Parlement de Provence rend un arrêt qui vise à interdire toute activité commerciale avec la ville, alors que la peste n'en est encore qu'à l'état de soupçon. Dès lors, commence pour près de 3 années d'isolement de Marseille, de la Provence, de la France et finalement du monde, puisque les échanges maritimes ne sont plus autorisés. Donc, dans un premier temps, mettre une ville en quarantaine induit 2 aspects essentiels à penser pour les autorités. Prévoir un ravitaillement pendant le temps que doit durer l'isolement et mettre en place un cordon sanitaire autour des zones infectées afin de limiter au maximum les entrées et les sorties de l'espace pestiféré. Donc, afin de ravitailler la ville et son territoire, il est décidé dès le 6 août qu'un certain nombre de bureaux d'abandon seraient établis sur le terroir marseillais. Et les seuls habitants qui sont autorisés alors à sortir de ce territoire pour des achats grâce à un certificat de santé sont les fermiers de la boucherie, puisqu'ils furent placés dès le début de la contagion à la campagne et n'ont ainsi pas été en contact avec les habitants de la ville intramuros, d'où est parti le premier foyer épidémique. Donc, des passeports de santé sont nécessaires pour entrer ou sortir du terroir, dont vous avez la carte à côté, sachant que les Marseillais ont interdiction de se déplacer en dehors de ces limites sous peine de mort. Donc, ces barrières qui sont mises en place lors de la peste de 1720 sont actives jusqu'au 18 mars 1722, date à laquelle elles sont levées. En conséquence, et durant toute la période, les marchandises arrivant à Marseille doivent être transférées aux infirmeries, à Arinques, au nord-est de la ville, afin de déterminer si une quarantaine s'impose ou si elles peuvent être vendues au public. Cette levée des clôtures est finalement de courte durée puisqu'avec l'arrivée de la rechute de 1722, les postes et les barrières destinées à surveiller les communications avec l'extérieur sont rétablis. Donc, la région est encerclée par l'armée grâce à une ligne de blocus afin d'empêcher la sortie des habitants de Marseille ou à l'inverse, l'entrée d'individus venant de l'extérieur. En ville, un système similaire est pensé puisque dès le 2 août, les 10 portes disposées le long des remparts sont fermées et gardées, séparant la ville de son terroir. Donc, le port est également clos et les bateaux ne peuvent plus y entrer ni en sortir. Donc, après le territoire en général, le territoire marseillais, le contrôle passe à une échelle intérieure, celle de la cité. Donc, depuis l'agrandissement décidé en 1666 sous Louis XIV, la ville de Marseille est divisée en 5 paroisses. Saint-Féréol, Saint-Martin, la Major, les Accoules et Saint-Laurent,
qui sont différentes, même si les limites se superposent quelquefois, des 4 quartiers marseillais utilisés ordinairement pour la répartition des forces de police. Donc, dans les ordonnances de police, les termes de quartier ou de département sont employés pour caractériser la circonscription qui est dévolue aux commissaires qui vont être nommés pendant la peste pour gérer tout ce qui a trait en fait à la propagation et au contrôle de l'épidémie. Donc il s'agit en fait d'un compromis entre les découpages paroissial et administratifs qui est utilisé spécialement pour cette gestion épidémique. Les noms des quartiers ainsi désignés sont ceux des paroisses, auxquels est ajoutée à partir de la rechute de 1722 une 6e portion de l'espace urbain, Rive-Neuve, qui comprend l'arsenal des Galères, l'abbaye Saint-Victor et quelques habitations entre les deux. La municipalité du temps de peste divise ainsi la ville de façon bien plus resserrée qu'à l'ordinaire. La topographie de Marseille en 1720, qui combine une vieille ville aux voies sinueuses sur la colline du Lacidon et un agrandissement plus rectiligne de la cité au nord-est, permet un compromis entre ces deux modalités de découpage, comme à Lille ou à Paris à la même époque. Enfin, à l'intérieur de ces 6 grandes zones que constituent les quartiers, et afin de renforcer le quadrillage qui est établi et de faciliter le travail de la désinfection, chaque quartier est partagé en groupements de maisons, qui est nommé île ou îlot sous l'Ancien Régime, et qui correspond en général à 1 ou 2 rues. Donc la seconde appellation qui est donnée aux commissaires dans les ordonnances renseigne directement sur la place qui leur est dévolue dans l'espace urbain. Donc les commissaires généraux apparaissent également sous l'expression commissaire de quartier, et les commissaires particuliers sont parfois nommés commissaires des îles. Donc on a ainsi une multiplication des échelles dans le redécoupage de l'espace, de la ville au sens large, à la rue, en passant par le quartier. Et si on va encore plus finement dans ce découpage de la ville, et là plus dans le découpage entre les gens et qui finalement nous parle aujourd'hui pendant l'épidémie de Covid, pendant la rechute de 1722, des clôtures sont même mises en place dans chaque magasin, avec une distribution de denrées qui s'effectue en passant par une petite barrière entre le vendeur et le client, et les pièces sont données et aussitôt désinfectées au vinaigre afin de limiter tout contact. Donc, avec le temps et la peur croissante de l'épidémie, ou du moins de son possible retour dans la ville, puisqu'elle s'étend ensuite au reste de la Provence, les barrières se dressent de plus en plus, allant jusqu'à s'établir entre les particuliers. Et on note par ailleurs que certains lieux stratégiques se sont isolés ou ont été isolés par le pouvoir urbain, ou le pouvoir royal d'ailleurs, comme l'arsenal des Galères, l'abbaye de Saint-Victor, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Donc, à l'intérieur de ce découpage et à ces mesures d'isolement et cette mise en place de barrières, il faut ajouter le souci de limiter les déplacements, tout mouvement étant étroitement surveillé par les forces de police afin de restreindre un maximum la propagation de la peste. Donc, de nouveaux documents en forme de laissez-passer émergent dans le but de contrôler au maximum les flux, tant des populations que des objets et des denrées. Pour circuler entre les différents espaces, les habitants doivent prouver qu'ils sont sains et en bonne santé, au moyen de papiers que l'on va nommer bullettes de santé. Elles sont octroyées par les commissaires de quartier en ville ou par les curés des paroisses dans le terroir. Donc de vives recommandations sont données aux gardes des portes afin que nul étranger ou vagabond que l'on soupçonne plus que les autres de porter le mal n'entre dans la ville. Et on leur demande également d'arrêter tous ceux qui se déguiseraient en paysans ou en paysannes pour obtenir ces certificats et de bien veiller à ce que les bullettes ne soient pas contrefaites. Dans le cas contraire, l'individu frauduleux devra être arrêté, envoyé en prison et normalement puni de mort. Donc ces mesures ne concernent pas les dépositaires du pouvoir politique et religieux. Le commandant militaire, les échevins, soit les maires de Marseille, le marquis de Pile, l'évêque, les officiers des camps et des galères ou l'intendant de Provence disposent pour leur part d'un certificat blanc qui leur permet de se déplacer comme ils l'entendent. Les temps d'épidémie favorisent ainsi l'émergence de documents spécifiques pour permettre le maintien des échanges et de la vie économique. Donc les billets de santé, qui sont en fait de véritables passeports sanitaires, sont apparus en Italie au XIVe siècle et se répandent ensuite dans toute l'Europe occidentale. Le Parlement de Provence précise la forme que doivent prendre ces billets pour être valides. Ils doivent être imprimés et marqués aux armes de la ville ou du lieu où ils sont expédiés.
La mobilité et les déplacements deviennent ainsi tributaires de documents écrits, ancêtres des papiers d'identité tels que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, à Marseille, aucune description physique ou signe distinctif des personnes auxquelles ces passeports étaient rattachés n'apparaît, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'Avignon à la même période. Et il était sans doute difficile d'être certain que les billets de santé soient attribués aux bons individus. C'est-à-dire que la falsification, finalement, de ces laissez-passer peut avoir été courante, ou en tout cas possible, et le prêt de billets, une ruse facile à mettre en place si l'on voulait quand même se déplacer. Donc ces billets deviennent la version individuelle et personnifiée des patentes de santé qui servaient à renseigner les différents ports méditerranéens de l'état des équipages des navires qui accostaient. Et deux options finalement existaient pour juger de l'état de la santé des habitants. Soit celle-ci était bonne et le plus souvent déterminée suite à une mise en quarantaine si un passage à l'hôpital ou un confinement à la maison, et le billet pouvait être délivré afin de permettre un déplacement. Soit l'individu était malade et se voyait donc immobilisé. Ainsi, par la production en série de ces titres individuels, les États cherchent à limiter ou canaliser la circulation de certaines populations en tentant de leur imposer le port de documents particuliers, les rendant obligatoires dans le cas d'une épidémie de peste de façon journalière. Je vais maintenant voir dans une seconde partie comment, face à ces mesures de quarantaine qui durent de façon longue sur près de 4 années, alors forcément avec des ouvertures et des fermetures de la cité selon si la peste est là de façon massive ou non, et avec à prendre en compte le fait que l'épidémie s'est étendue au reste de la Provence, comment en fait les habitants maintenaient des relations sociales, ou en tout cas vivaient et s'adaptaient au quotidien à cet état épidémique. À cet état d'épidémique, tout en essayant de se protéger le plus possible de la peste, et en focalisant aussi mon attention aujourd'hui plus sur la façon dont on s'en protégeait et on mettait en place de nouvelles formes de solidarité, et en laissant de côté en fait tout ce qui va être comportement de fuite, de terreur, qui sont en fait des comportements qui ont beaucoup été travaillés dans l'historiographie et qui correspondent surtout au premier temps de l'épidémie. Donc tout d'abord, dans l'idée d'évitement de la contagion, les habitants respectaient et tentaient de maintenir une certaine distance entre les corps physiques, ce qui en fin de compte ne va pas à l'encontre des prescriptions municipales dont le but était d'éviter tout contact. Donc il s'agissait de ne pas se toucher, mais également d'éviter de respirer le souffle des autres, puisque la peste pouvait également se trouver dans l'air. Donc ainsi, un certain nombre de personnes portaient devant ou derrière elles de longues cannes pour éloigner les possibles pestiférés, comme nous l'apprend le père Paul Giraud, dont M. Bertrand a parlé dans la communication précédente, et qui est l'auteur en fait d'un long journal historique sur la peste de Marseille. Donc le 31 janvier 1720, les messieurs qui s'écartoient un peu de leur maison de campagne paroissoient soit dans les champs, soit dans la ville, à moustache et plusieurs à longue barbe, avec de longs bâtons ou cannes de 7 à 10 pans de long qu'on appelle bâtons de Saint-Roch, et qu'ils portoient tracassés, c'est-à-dire en les agitant, derrière eux lorsqu'ils rencontroient quelqu'un, c'est toi pour les écarter. Donc cette apparence des habitants qui rentrent du terroir rappelle le saint protecteur de la peste, puisque celui-ci était représenté barbu en pèlerin et avec un bourdon. Donc là, je parle de Saint-Roch. Et cette idée de distance est également présente dans les représentations de Saint-Sébastien, autre patron des pestiférés, puisque son corps criblé de flèches ne permettait pas qu'on l'approche de trop près. Donc l'éloignement physique est ainsi la première des choses qui permet de se préserver de la contagion. Dans le même ordre d'idées, d'autres actions prophylactiques sont mises en place par les Marseillais et les Marseillaises, peuvent être trouvées au détour des sources. Donc, autre exemple, la fermeture des lieux de culte et la réglementation stricte des processions religieuses, puisque certaines sont même interdites à la majorité des habitants, notamment dans les temps d'acmé épidémique, entraîne une modification du rapport à la religion pendant les années de la peste. Cependant, le maintien de la croyance, ou du moins de la pratique de la religion, reste essentiel dans un temps de crise tel que celle que connut Marseille en 1720. Donc, nous voyons l'apparition d'autres types de rapports de dévotion,
qui ne nécessitent pas forcément une pratique collective, puisque la contagion peut être véhiculée dans les moments de rassemblement. Donc plusieurs sources témoignent de pratiques montant une réappropriation individuelle du religieux, comme par exemple chez plusieurs personnes qui ont à se déplacer, donc notamment pour les tâches relatives à la désinfection de la ville, qui sont particulièrement périlleuses, qui portent sur elles des prières imprimées ou des bréviaires religieux en signe de protection. Donc voici par exemple la liste des documents que transportait le commissaire de quartier Charles Bern lorsqu'il fut arrêté pour vol pendant la désinfection. Il portait un billet lui donnant la permission de sortir des portes, un petit livre appelé le Saint-Suaire, la prière de la déclaration du Sacré-Cœur de Jésus en imprimé et une autre prière à Saint-Roch, ainsi que les différents papiers qui lui permettaient d'exercer sa fonction. Donc cet emballeur de profession, qui est commissaire de quartier pendant la rechute, se déplace ainsi avec pas moins de 3 éléments religieux, dont une prière pour Saint-Roch, qui laisse deviner le but de cette tactique, qui est d'éviter d'être frappé par l'épidémie. La prière de la déclaration au Sacré-Cœur de Jésus appuie ce fait, puisque l'évêque Belzunce consacre la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus le 1er novembre 1720, en espérant que cela puisse aider à faire cesser la peste. Donc, par ailleurs, dans le fonds rare et précieux de la bibliothèque de l'Alcazar, se trouvent des prières qui peuvent soit être placardées sur les murs des maisons, soit être portées sur soi, comme cette ancienne et oraison à la Vierge, qui émane directement du pouvoir religieux, puisqu'il est en effet précisé dans les premières lignes qu'elle fut imprimée sur l'ordre de l'évêque Belzunce, je cite, « pour être récitée dans les églises et communautés après l'office pendant la contagion, et en particulier par chaque fidèle de cette ville qui en aura la dévotion. » Donc, cette explication contient bien ainsi la possibilité d'une pratique religieuse individuelle, d'autant plus que les lieux de culte cessent selon les moments de recevoir les fidèles. Donc finalement, la Vierge reste le premier des intercesseurs dans ces jours d'angoisse, bien avant les saints spécialisés dans la lutte contre la peste comme Saint Sébastien ou Saint Roch. Elle est une figure du salut et c'est à elle que l'on recourait de préférence. Le rosaire récité en son honneur est considéré comme le moyen le plus efficace de lutter contre l'épidémie et le paragraphe à la fin de l'imprimé de cette prière justifie de manière similaire l'intérêt de se fier à ce texte plutôt qu'à un autre. Il est en effet expliqué que celui-ci provient d'un mendiant qu'il aurait donné à l'abbesse des urbanistes de Conimbre et que grâce à son utilisation, le monastère a toujours échappé de la peste. Donc je vais maintenant passer à d'autres sources qui permettent un peu de voir la façon dont les individus continuaient à maintenir un lien social pendant la peste. Et comment, en fait, même avec les personnes malades, il était possible de leur signifier un certain soutien, et la première de ces actions vise tout simplement à prendre des nouvelles de leur état. Donc ainsi, Cosme Olivier, qui passe à la propriété de Maître Quérard, y voit Jacques Vitalis et s'approche de lui pour lui demander comment il va et le rassurer sur sa maladie. Les familles qui ont un parent atteint peuvent aller aux hôpitaux demander des informations sur l'évolution de leur état, tout comme le fait l'évêque de Marseille avec les membres de son clergé. Les témoignages privilégiés des voisins permettent de se rendre compte que ceux-ci savent avec précision le moment où un tel est tombé malade, voire est décédé, puisque sa famille en informe les personnes aux alentours. Donc souvent, lorsqu'un ménage est allé se réfugier à la campagne pendant un temps, la première chose qu'il fait une fois rentré est de s'enquérir de ceux qu'il a laissés. Ainsi, Marguerite Pose, s'étant retirée de sa maison de campagne au cours du mois d'octobre 1720 pour échapper à l'épidémie, étant voisine de la maison de Roubaud, elle s'informe de sa famille une fois revenue en ville. De même, pour les familles qui habitent dans des lieux éloignés, la relation épistolaire permet de faire le lien et de savoir comment se portent ceux qui résident à Marseille et qui ne peuvent en sortir. Donc on a par exemple une série de 7 lettres envoyées par Joseph Mathieu à son neveu Laurent entre septembre 1720 et février 1724, ainsi qu'un brouillon de lettres de Laurent Mathieu à son père, qui constituent 2 codes du fonds privé des archives municipales. Et dans le brouillon daté du 1er août 1720, Laurent, qui réside alors à Paris pour ses études d'avocat, termine sa lettre en mentionnant le fait qu'il a appris que la contagion avait atteint la ville, soulignant qu'il n'a par ailleurs pas de nouvelles de son père. Donc il écrit « J'ai appris que la peste étoie à Marseille, que bien des gens en étoient malheureusement crevés, ce qui m'a mis dans d'étranges pensées, à ceux que je ne reçois point de vos lettres, mais j'ai su qu'elle y étoit presque cessée, je souhaite que cela soit.
Dès la lettre suivante, envoyée par son oncle le 8 septembre 1720, il est écrit que son père est mort la veille, que son père est mort de la peste, qu'il l'a veillé accompagné d'un prêtre et qu'il a finalement dû se résoudre à le faire mettre sur un tombereau, ajoutant qu'il ne faut pas s'étonner de ces pratiques funéraires particulières étant donné la conjoncture. Puis, dans les lettres ultérieures, quelques descriptions de ce qui se passe en ville sont mentionnées et les deux hommes tentent de régler à distance les modalités de la succession. L'oncle s'inquiète de ce que la peste s'élargisse au Dauphiné où son neveu est désormais avocat au Parlement de Grenoble et demande à ce dernier de lui écrire souvent pour nous tirer d'inquiétude. Nous jouissons tous d'une parfaite santé, ajoute-t-il. Donc finalement, les considérations sur la santé des uns et des autres reviennent inéluctablement dans les correspondances. On a une autre série de lettres où par deux fois l'auteur écrit à sa sœur que sa famille et lui-même est en bonne santé grâce au Seigneur et qu'il souhaite de les revoir, ajoutant de se conserver comme ils l'ont toujours fait. Il s'agit cette fois du marquis de la Roquette qui s'est retiré sur ses terres à Cabriès en 1721 et qui était au début de l'épidémie commissaire général du quartier de la Major, puis qui fut nommé directeur de l'Observance fin mai 1722. Donc la correspondance conservée s'étale entre ces deux dates, alors que sa sœur et sa mère sont toujours en ville. Ces échanges sont intéressants puisque le marquis, qui ne manque pas d'argent, accompagne ses lettres de nombreuses provisions qu'il fait livrer à la barrière afin de ravitailler sa famille restée à Marseille et que ces victuailles peuvent être acheminées vers la ville sans problème. Enfin, outre les nouvelles courantes échangées, l'auteur explique à sa sœur pourquoi les lettres arrivent après avoir été trempées dans du vinaigre, ce qui nous en apprend aussi un peu plus sur les précautions adoptées par le bureau des postes. Donc ce n'est pas la seule fois qu'on m'a rendu de vos lettres et rendu d'autres personnes trempées dans du vinaigre. Vous devez être persuadé que ce n'est pas par rapport à vous et à la maison, puisqu'on l'a fait en général et bien souvent les gardes et sentinelles le font par coutume. Vous ne devez pas faire attention à cela puisque la situation du temps le permet. Certainement, leur revue ne va pas au mépris des lettres et des effets, peuvent passer par plusieurs mains différentes. La précaution est toujours bonne et jamais blâmable, surtout dans un temps semblable à celui-ci de contagion. Donc finalement, les missives servent à rassurer les familles, à leur faire venir en aide quand les individus disposent de suffisamment d'argent pour pouvoir envoyer des denrées aux membres qui sont enfermés, à prodiguer des conseils pour se protéger, à régler les questions de succession quand un parent a succombé à la peste, et enfin et surtout à maintenir un lien en dépit des séparations imposées par l'épidémie. Enfin, dernier point sur les liens entre les bien portants et les pestiférés qui ne sont pas tous marqués par la fuite et l'évitement, puisque dans un certain nombre d'archives, on note que des personnes, dans un élan de solidarité ou de charité, prennent finalement soin des malades en dépit du risque encouru de contracter la maladie. Donc, il peut s'agir tout d'abord d'individus qui sont employés par la municipalité et qui sont d'ailleurs souvent par la suite accusés d'avoir profité de leurs fonctions pour dépouiller les pestiférés dont ils s'occupaient. Donc, par exemple, Isabeau Boule, 16 ans, avoue dans une procédure avoir récupéré plusieurs habits et de la nourriture dans la maison de Sieur Astefel, qui est toi décédée et qu'elle avoua traiter pendant sa maladie. Ou encore Claire Carbonel, une veuve de 40 ans du quartier de Saint-Marcel, également accusée de vol, rendait service aux pestiférés, et déclare qu'elle servait certains malades, ses voisins et amis pendant la contagion, sans tirer aucune rétribution. Donc, souvent, il s'agit de personnes employées qui ne semblent pas craindre la peste parce qu'elles l'ont déjà eue et elles pensent qu'il n'est pas possible de tomber malade une seconde fois et qu'elles bénéficient d'une forme d'immunité. Mais ces relations d'aide et de soins peuvent également avoir lieu de manière totalement désintéressée à l'égard d'un voisin auquel on est attaché ou d'un membre de la famille qu'on ne peut se résoudre à abandonner. Donc, dernier exemple, Anne, servante de Maître Guérard, qui sert également le sieur Vitalis qui fut atteint de la contagion, le secourut jusqu'à la mort, sa fille précisant qu'elle fut tout attristée de cette mort pour avoir donné ses soins aux défunts, avant de succomber elle-même quelque temps après de la même maladie. Simplement pour conclure, je voulais souligner dans cette intervention que malgré un fort contrôle spatial qui est mis en place par les pouvoirs urbains, et qui est nécessaire finalement pour maîtriser l'épidémie, les habitants de Marseille pendant la peste continuent de vivre et de faire avec cette période particulière et continuent d'avoir une forte capacité d'action et de réaction malgré le risque de contagion. Ils sont loin de se comporter passivement face au mal et ils ne sont pas totalement écrasés par l'événement.
Les habitants ont fait preuve d'inventivité, de créativité pour continuer à maintenir un lien social, tout comme pour vivre au quotidien avec les restrictions de la mobilité et du contact imposées par la municipalité. Et finalement, ça permet de nuancer l'inertie ou la soumission de l'homme ou de la femme ordinaire face au fléau envoyé par Dieu, qui était la principale interprétation de la peste à l'époque moderne, et de mettre l'accent sur les ajustements, les adaptations et les résistances au contexte épidémique dont il ou elle est capable. Je vous remercie de votre attention.